Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Dézoom où on va se poser la question comment penser par soi-même sous les algorithmes. Je suis avec Elissa et Lina. Bonjour. Bonjour. Léna Situation, présente au Met Gala pour la 3e fois et animatrice du tapis rouge des Césars pour Canal+ en 2024 puis pour Disney en 2025. Gaspard G qui rejoint France Inter et TF1 pour des émissions de géopolitique. Juju Fitcat qui anime une émission sur la santé pour M6. Hugo Décrypte qui rejoint France TV. Aujourd'hui, les créateurs de contenu étendent leur présence bien au-delà des réseaux sociaux en occupant une place de plus en plus importante dans les médias, dans le commerce ainsi que dans nos vies. Une influence qui peut aussi nous rendre passifs face à la multitude de trends circulant sur les réseaux sociaux, après des heures de scroll toujours plus conséquentes, face à la quantité de paroles, publicités, contenus produits par nos influenceurs préférés, dont certains dépassent les limites de l'éthique pour le profit. Influenceurs gourous, trends, développement personnel, comment toute cette société du spectacle s'organise-t-elle et quel impact a-t-elle sur nos vies ? Dans un monde où l'influence est entre nos mains, dans nos oreilles, sous nos yeux, où qu'on aille, où qu'on soit, comment penser par soi-même dans un monde médiatique régi par les algorithmes ? En 2026, le film intitulé Gourou sort. Il relate l'histoire d'un homme blanc, influenceur, qui se présente comme coach de vie. Son activité tourne principalement autour de ses réseaux sociaux, où il promet une vie plus attrayante à ceux qui le suivent. Tout est calculé, son image, ses interventions publiques, ses séances de sport sont millimétrées, les statistiques de ses posts sont comptées et il affiche une relation conjugale parfaite. Et ça marche, des millions d'abonnés, des salles de séminaires remplies et des sommes d'argent faramineuses générées. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Même si le mot gourou évoque davantage les sectes comme les Raéliens ou encore la famille à Paris, il est de moins en moins absurde de l'utiliser pour parler des influenceurs. Loin de nous l'idée de faire du sensationnalisme, les influenceurs ont toujours existé. Que ce soit à l'Antiquité comme philosophes, comme leaders religieux, dans les salons littéraires, les personnalités politiques ou encore les journalistes. Les personnalités ont toujours, dans l'histoire, façonné les opinions. Seulement, nos influenceurs contemporains ont une force de frappe plus importante. Et ça, grâce aux réseaux sociaux, ainsi qu'à un système capitaliste leur profitant davantage. Initialement, leur influence ne se déployait qu'à travers des conseils et des contenus qui sont publiés gratuitement. Et progressivement, la notoriété est devenue une prérogative dans la signature de contrats marketing jusqu'à professionnaliser ces pratiques. Même si on a l'impression d'échapper soi-même à cette influence, elle reste très ancrée dans notre société. Et ça notamment dans la vie des jeunes adultes et des adolescents. Une analyse de 2023 menée par Sanchez Alonso et Lopez Méry, qui sont tous deux chercheurs en communication, montre que les influenceurs jouent un rôle dans la perception du succès, de la beauté et de la consommation chez la Gen Z. Leur étude révèle que plus de 70% des adolescents suivent au moins 3 influenceurs qui promeuvent des marques chaque semaine, ce qui influence directement leur comportement d'achat et l'idée qu'ils se font d'eux ou elles-mêmes. Clara Virós-Martín, qui elle est docteure en communication à l'université Pompeu Fabra à Barcelone, elle va plus loin et alerte sur ce type de pratique. Selon elle, ce marketing serait émotionnel et dépendrait de l'identification à l'influenceur, ce qui renforce de fait des modèles de consommation et des standards esthétiques de plus en plus inaccessibles. Selon son étude, 67% des adolescents interrogés ont reconnu se sentir moins sûrs d'eux après avoir visionné les contenus d'influenceurs. Et 49% ont même reconnu avoir modifié leur comportement en ligne juste pour leur ressembler. La chercheuse, elle, explique que cela provoque frustration, anxiété et mauvaise estime de soi chez les jeunes. Scientifiquement, une partie de cette influence pourrait s'expliquer par le fonctionnement des neurones miroirs. Les neurones miroirs, ce sont des neurones qui vont intervenir lorsque nous observons d'autres individus. Donc que ce soit leurs gestes, leurs attitudes, leur mimique ou même leur façon d'être. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe, en gros, notre cerveau va simuler l'action ou l'émotion observée, comme s'il en était l'auteur. Alors, comment influence-t-on ? Selon Nathalie Fleck, professeure à l'université Paris-Dauphine, il existe 3 manières d'influencer. Tout d'abord, l'influence informationnelle. Dans ce cas de figure, la personne intériorise une information qu'elle juge crédible. Elle se fiera à un influenceur qu'elle estime expert. Par exemple, un passionné d'high-tech suivra les influenceurs spécialisés dans le domaine pour comparer les derniers smartphones.
L'influence normative ou utilitaire intervient quand une personne se conforme aux attentes d'un groupe. Un jeune qui voit ses amis adopter une tendance vestimentaire promue par un influenceur peut être tenté de faire de même pour être accepté socialement. L'influence normative ou expressive, finalement, repose sur l'identification. Un abonné suit un influenceur parce qu'il admire son style de vie, ses valeurs ou sa personnalité. Il développe ainsi une relation parasociale, un lien unilatéral où l'influenceur devient une figure de référence. En effet, on peut aussi avoir l'impression que les influenceurs derrière nos écrans sont nos amis. Lancer un podcast pendant que l'on cuisine, à la salle de sport ou même en fin de journée est devenu une habitude pour beaucoup d'entre nous. Et ce style de contenu crée une proximité évidente. Les sujets abordés sont variés. Tu peux écouter quelqu'un te raconter la guerre de 14-18. Une personne de ton âge peut te raconter ses traumatismes d'enfance ou simplement sa journée. Quelqu'un peut même t'apprendre à équilibrer ton microbiote. En bref, l'écoute crée une relation de proximité parasociale. Une relation totalement unilatérale qui n'a pas pour but de se réaliser dans la vraie vie. C'est le sujet qu'apporte Pierre Béraille, psychologue clinicien et doctorant à l'université Paris-Descartes, dans sa thèse « Les relations parasociales entre viewers et youtubers ». Dans un entretien pour Radio France, il insiste sur le fait que les créateurs de contenu ont bien saisi l'importance de la vitalité de ces liens parasociaux dans leur économie. En témoigne la façon dont les études de marketing se sont emparées de la notion pour développer des guides d'engagement sur les réseaux sociaux. Les créateurs de contenu feraient donc de la publicité incarnée, conscients du phénomène. Le marché de l'influence en 2021 représentait 15 milliards d'euros. Des experts pensent qu'il dépassera les 40 milliards de dollars en 2026. Pourtant, malgré l'enrichissement du travail et l'augmentation du nombre de consommateurs, les influenceurs ont de plus en plus de mal à vivre de leurs activités. Les revenus des créateurs reposent entre autres sur la publicité et les placements de produits, ouvrant la possibilité aux arnaques. Beaucoup d'entre elles ont pu être épinglées par les associations de consommateurs ou par les médias. Promotion de fausses cartes de stationnement, faux permis, faux investissements, produits dont les mérites ne sont pas avérés. Autre exemple de ces dérives, les finfluenceurs, influenceurs de la finance. Certains d'entre eux promeuvent par exemple des faux placements de trading. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accorde une attention particulière à ces publicités. Le 9 juin 2023, une première loi, mise à jour en novembre 2024, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est promulguée. Les trends influencent nos vies. Selon la psychologue Pamela B. Ruttelberg, dans l'article « Pourquoi suivons-nous aveuglément les tendances, même les plus risquées ?», publié dans le National Geographic en 2025, suivre les nouvelles tendances des réseaux sociaux dépend du besoin de créer du lien social, d'appartenir à un groupe. Ainsi, le Labubu, la Stanley Cup, les Sony Angels sont des produits achetés en raison de cette volonté d'appartenance. Aussitôt populaires, ils disparaissent de nos écrans et de nos rues. Le retour de l'ère 2016, l'usage de hashtag TikTok Made Me Buy It, le hashtag Overconsumption Core, des personnes qui montrent avec fierté les centaines de produits qu'elles possèdent, démontrent quant à eux le lien existant entre l'influence et l'ultra-consommation. Et toi, qui es-tu ? Parmi les personnalités proposées, les tradwives, les pilot princess, les clean girls, les hommes alpha, les marathoniens, les backpackers, tous s'inscrivent dans la lock-in culture. Lock-in qui signifie rester à l'intérieur, repousser les moments sociaux avec ta famille et tes amis pour te concentrer sur toi, tes séances de sport, le compte de tes calories et ton travail. Même si tu ne t'identifies à aucune de ces catégories, tu as sûrement dû les voir passer sur ton TikTok. Parmi les constats que l'on peut tirer de ces profils normés, le premier est que les trends visant les femmes ont principalement pour fondement le conservatisme et le rejet du progressisme. Tout comme les tradwives, les pilot princess et les clean girls sont présentés par les masculinistes comme des femmes de haute valeur. En France, le cas de l'influenceuse Thaïs Descuffon illustre cette tendance. L'enjeu ne repose pas ici dans le fait d'opter pour un mode de vie traditionnel, mais d'imposer cette vision du rôle matrimonial. La grande majorité des influenceuses traditionnelles échappent d'ailleurs à l'idéal qu'elles visent en se transformant en femmes d'affaires sur les réseaux sociaux. Afin d'atteindre l'idéal du stéréotype, un certain nombre de normes capitalistes doivent être intériorisées. Je dois produire, être performant et acheter tout ce qui va me permettre d'être cette personne. Cette dynamique, les influenceurs et les marques l'ont bien compris. Montres connectées, paires de baskets, écouteurs, vêtements de sport, chacun de ces éléments complète par exemple le parfait attirail de l'homme sportif et productif.
Et cette logique de performance et d'individualisme est intimement liée à la notion de développement personnel. Cette tendance existe depuis les années 1950 et prend ses racines en Californie. Elle est notamment liée au développement de nouvelles pratiques comme le coaching de vie et le coaching professionnel. Damien Karbovnik, sociologue et historien des religions, dans son livre Nouvel opium du peuple, décrit les créateurs du développement personnel comme des personnes souhaitant être anti-système. Or, selon lui, ils sont eux-mêmes l'incarnation de ce système. Malgré leur volonté apparente de critiquer les habitudes instaurées par le capitalisme, leur méthode de communication s'y ancre pleinement. Et c'est tout là le paradoxe du développement personnel. À la problématique des conditions de travail, par exemple, le développement personnel répond « Nous ne pouvons pas changer notre travail, mais on peut travailler sur soi et sur notre rapport au monde pour justement ne plus subir et vivre ces conditions comme des injustices. » Damien Karbovnik résume ce processus par la formule « anesthésier la critique sociale ». Il explique que la lacune du développement personnel réside dans le fait que les problèmes sociétaux qui impactent directement nos vies sont réduits à néant, tout comme les conquêtes sociales qui pourraient être menées. Si le développement personnel perdure, c'est bien pour une raison, c'est que ça marche. C'est que les consommateurs de contenu se reconnaissent dans les discours véhiculés. Selon le mythologue américain Joseph Campbell, il n'existerait qu'un seul grand mythe. Une seule histoire qui est racontée avec beaucoup de variations. Ce monomythe expliquerait que nous nous reconnaissons dans de nombreux contenus de développement personnel, d'où notre attirance pour ces contenus-là. Autre norme intériorisée par le biais de l'influence, la méritocratie. Dans un article du Monde, Stéphanie Lukasic, docteure en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Aix-Marseille, explique la vision méritocratique de la société portée par certains influenceurs connus, comme Lena Situation, Michou ou encore MrBeast, mais bien d'autres encore. 3 personnalités publiques, prises en exemple, ayant une communauté d'abonnés jeunes, expliquant être partis de rien, puis avoir travaillé dur avant de connaître la notoriété. Une utopie où les origines sociales de chacun seraient effacées. Selon la chercheuse, c'est sur cette idéologie que les réseaux sociaux numériques seraient fondés. L'illusion de plateformes ouvertes à tous, qui prend racine dans un modèle du rêve américain, selon lequel tout et chacun peut créer sa propre réussite. Le discours du « quand on veut, on peut » est véhiculé par de nombreux créateurs, effaçant les origines sociales et l'existence de réseaux préexistants. Ainsi, certains créateurs de contenu militants comme Intellectual Nympho ou Lena Carrera réinsèrent les influenceurs dans leurs milieux sociaux, refusant de fait le discours méritocratique. Lena Situation a toujours vécu au cœur de Paris, avec sa mère styliste qui a sa propre boutique et son père dessinateur de presse. Hugo Décrypte est diplômé de Sciences Po. Thibaut Inchep est diplômé de Toulouse Business School. Carlito, fils du chroniqueur de télévision Guy Carlier, etc., etc., etc. Stéphanie Lukasic conclut que ceux qui réussissent sans capital sont des exceptions. La professeure associée à l'IESEG, grande école de commerce à Paris, Garloine de Kervillers, rappelle qu'en France, il y a 150 000 influenceurs, dont la moitié a moins de 50 000 followers, et seulement une poignée dépasse le million. Mais peut-on vraiment être un transfuge de classe? Ou le discours de la méritocratie est-il un moyen de vendre des formations, des livres de développement personnel ou des conseils pour réussir? L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, estime dans une étude sur la panne de l'ascenseur social menée dans de nombreux pays industrialisés en 2024 qu'il faut en moyenne 6 générations en France pour qu'un enfant de famille pauvre s'élève dans l'échelle sociale, contre 2 ou 3 en Norvège, en Suède et en Finlande. L'idée d'une panne de l'ascenseur social se rapproche grandement des théories bourdeusiennes. Selon Pierre Bourdieu, nous sommes soumis au déterminisme social, un phénomène qui détermine notre accès à la culture ou à un certain type de culture, les relations que nous lions au monde avec les personnes que nous connaissons, notre réseau et notre capital économique. L'environnement social comporte par exemple la famille, l'école, l'entreprise, la communauté, l'état dans lequel nous vivons. C'est ce qui explique que les enfants d'ouvriers forment 24% des élèves au collège, puis seulement 12% dans les universités et 3% dans les écoles normales sup. Chantal Jacquet, philosophe à la Sorbonne, dans son livre Les transclasses ou la non-reproduction, renverse l'expression « quand on veut, on peut » en « quand on peut, on veut ». Selon elle, les transclasses restent soumis au déterminisme social, mais ont eu, dans leur parcours, une main tendue, une aide. Par exemple, une enseignante qui les a orientés ou encouragés, ou des rencontres décisives. Ces parcours existent, mais sont souvent utilisés comme exemples généraux.
notamment par les influenceurs. L'impact des influenceurs et des images sur nos vies ne date pas d'hier, et a d'ailleurs été théorisé dès les années 1960 dans la Société du spectacle du cinéaste et penseur français Guy Debord, bien avant l'existence des réseaux sociaux. Dans les années 60, Guy Debord était à la tête du mouvement situationniste international. C'est un mouvement révolutionnaire né en 1957 de la rencontre de plusieurs groupes d'artistes européens. Pour vous aider à mieux comprendre la Société du spectacle de Guy Debord, voici un extrait des premières revues du mouvement situationniste. La société contemporaine peut être vue comme une salle où les gens regardent une pièce de théâtre qui leur montre ce que pourrait être leur propre vie. Le fait de regarder cette pièce les empêche concrètement d'agir. Ils restent passifs face à cette représentation tout en s'identifiant psychologiquement à ce qu'il se passe sur la scène. Selon lui, les gens ne vivent pas. Ils se contentent de regarder leur propre vie telle qu'elle leur est donnée à contempler. Pour Debord, la non-intervention est l'un des principes phares du spectacle. L'analyse du mouvement situationniste de Debord s'inspire de la critique du théâtre classique fait par le dramaturge allemand Bertolt Brecht. Dans sa critique, Brecht parle d'une sorte d'aliénation en parlant de passivité, une aliénation des spectateurs face à ce qu'ils regardent. En philosophie, l'aliénation, c'est la dépossession de l'individu, la perte de sa maîtrise au profit d'un autre, donc d'un parent, d'un groupe ou de la société en général. Pour le dramaturge, le spectacle s'organise comme un dispositif de captation de l'attention qui organise la passivité des spectateurs en les isolant les uns à côté des autres et en les faisant réagir sur commande par le biais d'émotions primaires. Pour faire directement un parallèle avec notre société contemporaine, l'attention est au centre du modèle d'affaires des réseaux sociaux, mais aussi de la télévision avec les chaînes d'infos en continu. Les influenceurs capitalisent sur notre temps d'attention, c'est-à-dire le temps où nous restons à regarder le contenu créé. Ils ont besoin que nous passions toujours plus de temps sur les réseaux sociaux. Si on suit cette logique, nous sommes le produit et payons par notre attention. C'est ce que démontrent le chercheur Serge Abitboul et l'auteur Jean Catane dans leur livre « Nous sommes les réseaux sociaux ». C'est avec les mêmes termes que Debord caractérise le spectacle dès la fin des années 50. Il met en évidence le miroir entre le théâtre et l'ensemble de la société. On a autant dans le cas du théâtre que dans celui des réseaux sociaux un public qui assiste à un ensemble d'événements de vie sans pouvoir pour autant y intervenir. Pour Brecht, cette aliénation provient du fait que les spectateurs s'identifient aux héros et aux scènes qui leur sont données à voir. Ce dernier fait, transféré du champ esthétique au champ social, devient la problématique principale du mouvement situationniste de Debord. Cette identification se retrouve donc dans le cas des influenceurs. Selon Patrick Marcolini, philosophe et maître de conférences à l'université Paul Valéry à Montpellier, le fait de s'identifier à un personnage, une situation où l'on pourrait se projeter ou encore même à un objet à valeur symbolique provoque chez le spectateur une affection, même s'il est maintenu à distance par un état de passivité. De son côté, le sociologue et spécialiste des stars Edgar Morin expliquait, lui, en 1957, qu'en réalité, ce n'est pas le talent ou l'absence de talent, ni l'industrie cinématographique ou la publicité qui va créer la star, mais le besoin qu'on a d'être elle. Bien que ces critiques datent de la fin des années 50, il est facile de faire un parallèle avec notre société actuelle. Déjà dans les années 60, Debord expliquait que le cinéma est la forme moderne du théâtre. Ce nouvel art frappe plus fort en allant dans le sens du spectacle et provoque un effet d'identification qui est plus poussé qu'au théâtre. Les spectateurs ne s'identifient plus seulement aux héros, mais aussi aux acteurs eux-mêmes, en tant que stars, en tant que personnalités publiques. Le mouvement situationniste dénonce les structures capitalistes qui réduisent les individus à des consommateurs passifs. Nous sommes par exemple passifs quand nous voyons des photos de vacances d'influenceurs sur Instagram. Ce n'est pas seulement le partage d'un souvenir, mais une expérience médiatisée, parfois même déformée par le prisme de la perfection et de l'envie. Ces photos, prises dans des endroits devenus cultes, sont d'abord faites par les influenceurs, puis suivies en masse par leurs audiences. Et cela peut même mener à des problèmes de surtourisme. Tout le monde veut sa fameuse photo, sans se questionner sur les conséquences environnementales qu'elles peuvent engendrer. Les algorithmes des réseaux sociaux peuvent nous enfermer dans des bulles de filtres. Selon une étude de la Fondation Descartes, ces bulles sont le résultat de dispositifs de personnalisation des contenus et auraient pour conséquence d'isoler intellectuellement les internautes et de réduire la diversité des informations auxquelles ils sont exposés. Par exemple, un individu fan de chats va voir son fil de contenu se remplir d'informations liées au chat.
Quelqu'un qui suit de nombreux influenceurs voyage va avoir dans son fil uniquement des vidéos concernant les voyages. Cette opération est gérée par les algorithmes des plateformes numériques qui déterminent les intérêts de leurs utilisateurs en étudiant les informations liées à leur comportement en ligne. D'après la scientifique numéricienne Aurélie Jean, interrogée dans un podcast de France Culture sur les algorithmes et le monde numérique, ce phénomène peut nuire à notre liberté de penser. Ces bulles algorithmiques, lorsqu'elles ne concernent pas les chats, peuvent représenter un véritable danger, par la propagation de fake news et de théories du complot, par exemple. La communauté masculiniste profite ainsi de ce phénomène en diffusant une image illusoire des femmes aux consommateurs de leur contenu. Les algorithmes sont aussi responsables de certaines dynamiques politiques. Une étude sur l'effet politique des algorithmes du réseau social X, publiée sur Nature en 2023, explique que l'algorithme de X favoriserait les contenus conservateurs et radicaux. L'enquête explique qu'aux États-Unis, l'adhésion de la population aux priorités du Parti républicain a augmenté de 4% pour ceux qui ont été exposés durant une semaine à ces idées conservatrices sur le réseau. Il est aussi facile de s'enfermer dans une bulle algorithmique d'extrême droite. Selon le directeur de recherche au CNRS David Chavalarias, les réseaux sociaux favorisent la diffusion des discours de cette branche radicale. Consciente des impacts des réseaux sociaux, l'extrême droite cherche à récupérer certaines luttes sociales. Le collectif d'extrême droite Némésis mène par exemple une politique islamophobe sous couvert de la lutte féministe. En mai dernier, le collectif avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux lors d'un rassemblement anti-islam et anti-immigration à Londres, où 3 femmes portant une burqa se sont dévêtues sur scène. Ce type de vidéo renforce l'impression d'une vérité illusoire pour les utilisateurs. Autre exemple, le pinkwashing. Selon la définition de SOS Homophobie, ce procédé de communication met en avant une bienveillance envers les personnes LGBTQIA+, pour engendrer des gains en termes d'image et de réputation, sans pour autant agir en conséquence. Dans une enquête sur les hommes gays qui votent pour le RN, publiée dans le magazine Elle et largement relayée sur les réseaux sociaux en 2025, le député RN Jean-Philippe Tanguy affirme que Marine Le Pen comprend les homosexuels en raison de la discrimination qu'elle a subie sur son nom de famille. Cette affirmation participe à la dédiabolisation du parti qui est pourtant loin d'être gay-friendly. Pour rappeler quelques faits, en 2012, le Front National s'opposait à la loi Taubira autorisant 2 personnes du même sexe à se marier. Marine Le Pen a aussi apporté son soutien à la Manif pour tous. Et en 2021 encore, le RN s'opposait à déclarer l'Union européenne zone de liberté LGBT. Le parti soutient également la Hongrie qui met en place une politique ouvertement homophobe. Dans une société dominée par les algorithmes, le numérique libéral, l'influence grandissante des créateurs de contenu et saturée d'images, peut-on alors encore penser par soi-même ? Les influenceurs, les gourous du mieux-être et les algorithmes forment une machine qui capitalise sur notre attention, façonne nos désirs et trie nos informations en fabriquant des normes de réussite et de beauté inaccessibles. En intégrant ces normes capitalistes et méritocratiques, le questionnement des inégalités qui organisent la société devient difficile. La société du spectacle de Guy Debord n'est plus seulement sur un écran de cinéma, elle tient aujourd'hui dans nos mains, dans nos pour-toi et nos fils d'actualité, où nous regardons nos vies plutôt que de les vivre. Mais penser par soi-même reste possible, à condition de reconnaître ces mécanismes, de multiplier nos sources d'informations, de renouer avec le collectif et le débat contradictoire. Il s'agit de passer d'une posture de spectateur à celle d'acteur. Donc interroger les récits qu'on nous vend ou repolitiser ce qui nous est présenté comme individuel. Penser par soi-même dans un monde médiatique régi par les algorithmes, ce n'est pas prétendre échapper à toute cette influence, mais plutôt de choisir plus consciemment celle que l'on accepte et refuser l'enfermement dans les bulles algorithmiques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et nous laisser en commentaire si vous aussi vous croyez appartenir à ces bulles algorithmiques.